Bonjour à tous et bienvenue pour ce direct. Aujourd'hui, on va parler ensemble du burn-out avec Violaine Capet. Ce sera son premier direct. Alors, je vais vous laisser entrer au fur et à mesure. Comme d'habitude, vous verrez le petit lien de la professionnelle apparaître juste en dessous. Donc aujourd'hui, on va être en direct avec Violaine Capet. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble du burn-out. Je vous rappelle que vous êtes en direct avec Charlotte Ferrari. Je suis la community manager de psychologue.net. Et comme toutes les semaines, je donne la parole aux psys sur des sujets psychologiques. Alors, bienvenue à tous. J'espère que vous serez nombreux aujourd'hui sur le burn-out. On a beaucoup de choses à dire. Depuis ce matin, j'ai mis en ligne une story, notamment pour ceux qui ont des questions. N'hésitez pas sur le sujet. La professionnelle vous répondra dans une seconde partie. Alors, on va se connecter avec Violaine. Je l'ai vue passer tout au début. Voilà. Je la vois. Donc, on se connecte pour parler ensemble de burn-out. Alors. Bonjour Violaine. Bonjour Charlotte. Je viens de voir tes messages avec un peu de retard. Je m'excuse. Malheureusement, je suis un peu en décalé. Mes horaires sont pas forcément le mieux pour parfois se coordonner. Mais voilà, bon, il y a pas de souci. T'es très bien cadrée, t'es parfaite avec les écouteurs, donc voilà. Donc bienvenue pour ce premier direct avec nous sur psychologue.net. Merci d'avoir répondu présente, Violaine. On va faire ensemble donc ce direct sur le burn-out. Avant toute chose, je vais te laisser te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît, Violaine. Sûr. Bonjour à tous. Voilà, je suis Violaine Capet. J'accompagne les personnes dans leur évolution professionnelle. Donc les personnes qui viennent me voir généralement souhaitent avoir plus de sens dans leur vie professionnelle et que cette vie professionnelle réponde aussi à leurs besoins d'équilibre. Donc il y a des personnes qui ont vécu des burn-out, pas tous heureusement. Il y en a beaucoup qui viennent me voir juste avant que ça arrive. Il y en a qui ont vécu aussi un bore-out. Vous avez peut-être entendu parler. C'est la petite sœur du burn-out. Donc c'est un épuisement cette fois-ci par l'ennui et pas par une surcharge. Et puis le burn-out qui est donc une perte de sens. Et voilà, moi-même, je connais un certain nombre de milieux professionnels, on peut dire ça comme ça, parce que j'ai eu plusieurs vies professionnelles avant d'avoir celle-ci. D'accord. J'ai travaillé dans le public, à l'Assemblée nationale ou dans une collectivité territoriale. J'ai travaillé 12 ans en entreprise, à différents postes de cadre, et puis aussi je suis avocate, enfin j'étais avocate, voilà, c'est ma formation première, donc je connais aussi ces milieux-là qui sont burn-outivores, je ne sais pas comment dire, mais qui sont des milieux où le stress est quand même assez important. Voilà, et à la faveur d'une crise de sens, alors chez moi ça s'est manifesté comme ça, je me suis reconvertie, je me suis formée à la psychologie positive au Québec, et puis au coaching avec une coach américaine, et puis à la reconstruction post-burnout. Et là, c'est les travaux de Sabine Bataille, une sociologue éminente, voilà, qui m'a formée pour prendre en charge cette problématique-là qui est quand même importante. D'accord. Voilà. D'accord. À prendre au sérieux. Tout à fait. Merci Violaine du coup pour cette présentation plus que complète. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire justement ce qu'on appelle le burn-out? Alors, le burn-out est une forme d'épuisement extrême, sur le plan à la fois physique, physiologique, intellectuel et émotionnel. C'est-à-dire que les personnes, voilà, sur le plan physique, peuvent nous dire voilà, je ne peux plus me lever le matin, ou même je n'arrive même plus à lever un bras. Alors, c'est devenu complètement impossible, une espèce de blocage, on croit à une espèce de caprice ou quelque chose qui est trop fort, mais non, c'est vraiment la réalité des choses, c'est comme ça que ça se passe. Sur le plan émotionnel, pareil, des gens extrêmement investis, des gens qui ont souvent une sensibilité hors norme et qui se trouvent plus du tout touchés par une personne qui peut
souffrir devant elle. Ou enfin, c'est vraiment bizarre à comprendre ça. Et puis une concentration aussi, sur le plan intellectuel, une concentration absolument impossible à retrouver. Parfois des gros trous noirs, et c'est extrêmement inquiétant quand on est voilà, on est dans une sphère professionnelle où on demande beaucoup de ce point de vue-là. D'accord, justement, Violaine, tu peux peut-être nous aiguiller sur ce que sont les symptômes du burn-out, comme ça permettra à des personnes de savoir si c'est leur cas, parce que des fois c'est vrai qu'on doute, on ne sait pas où est la frontière et comment justement on détecte ce burn-out. Alors, les symptômes, sont ceux que je viens d'énoncer, c'est-à-dire une incapacité à faire des choses qu'elle faisait avant. Ça peut passer par aller faire ses courses et plus retrouver son chemin, être incapable de refaire un lacet, être incapable de suivre une conversation ou une réunion qu'on a l'habitude de suivre pourtant auparavant, et des états. Alors je dis bien des états. Je ne suis pas médecin. Alors mais voilà, une forme d'état dépressif aussi. C'est vraiment ce qui caractérise le burn-out. C'est cette sensation d'être vidé, parce que la personne, en fait, le burn-out est le niveau de stress le plus important qui soit. Et quand on voit une personne stressée, on le voit comme quelqu'un d'enflammé, quelqu'un de nerveux, qui va parler fort, qui va être énervé. Et en fait, le burn-out, c'est après. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus que des cendres. L'image, c'est terrible, mais il y a un peu de ça quand même. Et où, finalement, la personne... l'envie n'est plus là, finalement. L'envie n'est plus là, il n'y a plus de... Ouais. D'où le côté qui peut être semblable à une forme de dépression. D'accord. D'accord. Merci, Violaine, pour ces explications. Du coup, comment on peut prévenir le burn-out? Alors, je dirais que le burn-out, et on en parle beaucoup, c'est une responsabilité à la fois individuelle et puis collective. On sait aujourd'hui, d'après les derniers travaux que j'ai encore consultés avant ce live, que la responsabilité, elle est partagée entre l'individu et puis on va dire la sphère extérieure, qui est bien souvent donc celle de l'entreprise, et puis de son organisation, et puis souvent du manager de proximité, parce que c'est quand même lui qui est le plus visé. Pour 70%, cette responsabilité revient à l'entreprise, qui est un fournisseur officiel de stress, si je peux m'exprimer ainsi, d'une certaine manière. Il faut rendre les travaux dans les délais, et puis les objectifs financiers. Et pour 30%, elle concerne la personne elle-même, qui effectivement à un moment ne sait pas prendre soin d'elle. Alors il y a un moment quand on dort plus que 2 heures par nuit, quand on s'alimente mal, effectivement, la machine se grippe nécessairement. De manière plus intéressante, je dirais que la personne très susceptible de tomber dans un burn-out est quelqu'un de extrêmement consciencieux, extrêmement perfectionniste, et quelqu'un qui a une forme de centralité très très forte au travail. C'est quelqu'un qui va considérer pratiquement que son identité ou sa capacité à être aimé par les autres et à exister en fait en société. Et en fait, et plus que lié au travail, en fait, c'est je suis mon travail. Et donc, à partir du moment où je vois des signes précurseurs qui viennent normalement m'alarmer sur le fait que je me mets en danger, je cours, enfin je fonce dans le mur, il y a un déni, parce que quand en fait on fait corps avec son travail, il y a une espèce de combat très très fort, c'est à la vie à la mort, quoi. C'est-à-dire que je peux pas enlever le masque. Sinon, tout le monde va se rendre compte que finalement, ce qui me semble facile, aisé, ne l'est plus ou ne l'a jamais été. Et donc, je peux devenir rien. Et si je suis rien, finalement, je suis presque mort socialement. Donc, il y a un déni très très fort de la personne. Et j'ai même rencontré pas mal de médecins, parce que je travaille donc du coup dans un cercle partenarial avec d'autres professions, qui me disent à quel point ils sont obligés de trouver des astuces pour arrêter ces personnes. Tellement elles sont pas du tout conscientes du fait que c'est extrêmement grave et que que leur vie est en jeu, et pour eux autre chose se passe, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, Violaine, sortir un peu des lignes, mais est-ce que ces personnes se rendent compte que finalement elles ont aussi une part de responsabilité dans ce burn-out? Est-ce que c'est pas difficile de se dire aussi que ça... Bien sûr, bien sûr que c'est très très difficile. Et ça fait partie de la reconstruction ensuite. Il y a
Alors, ouais, beaucoup de personnes, heureusement, me disent que, qu'elles arrivent maintenant à en remercier leur burn-out parce que en fait, elles se cachaient un certain nombre de choses elles-mêmes, qu'elles étaient vraiment dures avec elles-mêmes, et que maintenant elles vivent vraiment mieux les choses. Elles ont accepté leur part de vulnérabilité. À partir du moment où on accepte cette vulnérabilité, on peut même rebondir au-delà de la période qui était avant le burn-out, c'est-à-dire qu'on peut découvrir la vie mais complètement différemment, s'autoriser à être soi-même. Déjà, c'est énorme, c'est un beau cadeau de la vie. Ouais. Et puis accepter que non, il y a un moment c'est trop et c'est pas grave, ça nous donne pas moins de valeur et ça nous rend pas moins combatifs. Au contraire, je pense que c'est une responsabilité collective parce que si on montre le chemin individuellement, on permet à l'autre aussi parfois d'être vulnérable et ce thème de la vulnérabilité, moi, me touche énormément parce que quand on en est conscient, quand on l'accepte, ça peut faire des très belles choses ensuite. Voilà, c'est vraiment un beau chemin. Ça va au-delà de la résilience. C'est vraiment la croissance post-traumatique en fait. Les Québécois en parlent beaucoup, c'est-à-dire qu'on revient pas à l'état ante, on revient à un niveau vraiment, on découvre la vie autrement. Elle est vraiment plus savoureuse après, avec parfois malheureusement quand même des séquelles. Je sais pas si on en parlera, mais il peut y avoir des séquelles sur le plan du cerveau, c'est pour ça que je manie ce concept avec beaucoup de prudence parce que la vie peut être plus belle, mais quand même il y a des séquelles qui peuvent être très très fortes et qui peuvent durer longtemps, voire à jamais. D'accord. Merci Violaine. Du coup, comment guérir d'un burn-out? Eh bien, comment guérir? Donc, on a commencé à le dire un tout petit peu, accepter cette vulnérabilité, accepter d'en parler, accepter que on a touché le fond, qu'il est peut-être nécessaire de trouver de l'aide, d'être accompagné pour repartir différemment, d'accepter de voir les choses en face, de laisser tomber le masque en disant qui je suis vraiment, qui j'ai envie d'être vraiment. Et voilà, il y a plusieurs phases. La matrice RPBO, donc la méthode que je suis, en fait, comporte 9 phases. Alors, sans rentrer en détail dans toutes les phases, effectivement, il y a une première phase durant laquelle on a besoin terriblement de repos. Des personnes viennent me voir en me disant à quel point pendant 6 mois ils ont dormi, quoi. C'est vraiment, alors pas sans s'arrêter, hein. Il ne s'agit pas non plus d'hiberner, mais il y a eu tellement qui a été donné que donc il y a besoin de se retrouver. Alors ça peut être malheureusement certains viennent de l'hôpital, d'autres peuvent faire cette convalescence à la maison. Et puis petit à petit, il y a une acceptation de soi. Il y a besoin de retrouver les siens, de retrouver des repères. Les repères est vraiment quelque chose de très très important. Des repères, de l'identité qui a été bafouée, qui a été malmenée. Et puis petit à petit, c'est là on va pouvoir commencer à travailler avec des consultants, avec un psy, avec petit à petit l'idée de réfléchir, de se reprojeter. Là, il y a souvent une phase qui est assez complexe parce que la personne peut retrouver un petit peu d'énergie et avoir envie de se relancer, mais le passage à l'action est très compliqué et il y a un risque de rechute qui est très important à ce moment-là. D'accord. Auquel il faut faire très très attention. Et puis une ère ensuite, un moment de projection, et puis ensuite à nouveau de possibilité de retisser des liens socialement, de recréer petit à petit une identité qui va être différente, de s'accepter aussi telle quelle, de retrouver la vie comme un terrain de jeu. Parce que en fait la vie c'est ça, ça devrait toujours être ça. Et ensuite d'intégrer sa nouvelle identité. Voilà. Oui, mais finalement, ne pas retomber dans ses travers, apprendre quelque chose finalement et ne pas retomber dans ses travers. Il y a une partie qui va indéfiniment retomber dans ses travers parce qu'elle n'a pas été capable d'accepter cette vulnérabilité, de la comprendre et puis de lui donner vie en fait, dans sa vie future. Et donc elle va repartir et puis retomber en arrêt maladie et puis voilà. Mais la plupart des personnes qui arrivent à s'en sortir, je reviens sur cette notion de centralité du travail, arrivent à accepter que la vie et leur valeur ne tient pas uniquement du coup au travail et s'impliquent sur le champ associatif, essayent de donner plus de sens, essayent de donner ils apprennent à respirer, à prendre du temps avec leurs enfants, avec la nature, parce que c'est très important l'environnement aussi. C'est pour ça que je parle de seconde vie, quoi. D'accord. Ne pas seulement s'identifier au travail finalement, et des fois c'est ce qui nous perd. C'est ça.
D'accord, merci Violaine déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc le jeu aussi, c'est de répondre à une seconde partie. Donc c'est une partie question utilisateur. Donc ça va être les questions qui ont été posées au fur et à mesure de la journée. Donc peut-être qu'il y aura des questions redondantes, mais c'est pas grave parce que il vaut mieux répéter 2 fois qu'une. Du coup, ça permet toujours de repasser. C'est pas un souci. Alors, on va commencer par une première question. Est-ce que le burn-out peut passer tout seul du jour au lendemain? Non. Non, ça ne s'appelle, dans ces cas-là, ce n'est pas un burn-out. Non, le burn-out, c'est, je parlais de cette idée de, burn, c'est brûler, en anglais. Donc quand on veut ça brûler, on revient pas. Alors, évidemment, dans les cendres, on sait qu'un terrain est toujours plus fertile après un feu, c'est qu'il y a quelque chose, donc il y a quelque chose qui est possible après. Mais on sent, non, non. Non. C'est impossible. C'est un vague moment de ras-le-bol, quoi. D'accord. Merci d'avoir bien précisé. Alors, comment éviter le burn-out à seulement 20 ans? Alors, je peux rassurer la personne qui nous parle. On parle de burn-out de plus en plus tôt. C'est assez inquiétant pour notre société, d'ailleurs. Ça nous renvoie quand même à des questions qui sont assez fondamentales sur notre mode de fonctionnement. On parle plus de productivité. Ouais, une société qui appelle toujours plus, puisqu'on le voit maintenant chez les enfants, sur le plan scolaire ou donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Donc 20 ans, voilà, 20 ans ou plus tôt ou plus tard, finalement les symptômes sont à peu près les mêmes. J'imagine qu'à 20 ans, alors je sais pas si c'est au travail ou ça peut être aussi dans une étude, dans un moment d'études universitaires ou autre. Comment l'éviter? Eh bien, comme j'ai pu essayer de l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire en essayant de se dire que son travail n'est pas soi déjà, et que on peut réussir parfois bien son travail, ça fait du bien à l'ego, et parfois ça peut être plus compliqué, on a ses raisons, et pour autant ça n'engage pas notre vie entière, et donc se défaire de trop d'exigences et de prendre l'air, peut-être, si c'est possible, d'appuyer sur le bouton pause, réfléchir, mettre son corps en mouvement, se faire du bien, se dépayser et puis reprendre, mais à un rythme où on se respecte. Alors, quand je parlais de l'entreprise tout à l'heure, de l'espèce de 70% charge collective et puis 30% de l'ordre individuel, évidemment, il peut y avoir des cas de harcèlement au travail. Alors là, en plus, j'ai une casquette de juriste, donc je suis très 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 sensible à ce genre de choses-là. Voilà. Aussi, peut-être une réflexion à avoir, est-ce que je suis en capacité seule à pouvoir l'éviter, ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui sont pas les miens, et dans ce cas-là, faire appel à des professionnels qui peuvent peut-être être là pour savoir si l'organisation peut être en faute ou pas, quoi. D'accord. C'est fou quand même de se dire qu'à 20 ans, on peut déjà avoir une telle pression, une telle exigence finalement. Ouais. Et donc c'est maintenant qu'il faut le travailler, ça. Si déjà à 20 ans on a ces problèmes-là finalement, parce que sinon la personne arrivera difficilement à s'en séparer, non? Oui, c'est vrai que ça peut être vivre un burn-out à 20 ans, ça peut être une chance de comprendre, de se comprendre mieux, et de prendre définitivement, en tout cas, prendre un autre chemin pour avoir une vie plus épanouie. Évidemment, une vie professionnelle, c'est important, mais avoir une vie de cours, c'est pas mal aussi. Mais encore plus. Voilà. Merci Violaine. Alors, on va regarder une autre question. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, est-ce possible d'être aussi forte qu'avant le burn-out? Est-ce qu'il y a finalement un avant, un pendant, un après qui sont différents? Alors, ça, tout dépend de ce qu'on entend par plus forte. Moi, je dirais oui, parce que je considère que quand on s'accepte vulnérable, on gagne en humanité. Moi, c'est vraiment ma conception des choses. Il y a quelque chose de il y a quelque chose de plus fort, il y a quelque chose de plus vrai, il y a quelque chose de plus sain, quelque chose, voilà, qui est plus fort. Oui, donc moi je pourrais dire oui, avec ce que j'ai indiqué tout à l'heure, ce bémol près que attention, je vous encourage pas non plus à faire un burn-out, bien évidemment, vraiment sur le plan physiologique, sur le plan physique, le cerveau peut être cramé à certains endroits, et peut laisser des traces irréversibles. J'ai accompagné des personnes qui ont une rente à vie parce que voilà, elles sont plus capables
d'exercer leur métier comme il faut, enfin voilà, le métier qu'elles avaient auparavant, parce que ça leur demanderait trop d'énergie qu'elles n'ont plus la capacité à donner. Attention, on n'a pas une énergie. Enfin, l'énergie, c'est comme une ressource. Voilà, c'est comme la terre, c'est comme l'eau, c'est pas inépuisable. D'accord, c'est bien de le rappeler en effet. Ouais. Merci. Alors, on va regarder encore 2 questions peut-être. Alors, très intéressante. Si on souffre de burn-out, peut-on réussir à s'en sortir seul, à guérir seul? Tout dépend de cette personne. Si elle est particulièrement, ça dépend ce qu'on entend seul. Est-ce que c'est seul parce que on se fait pas accompagner par un consultant, un psy ou... Je pense qu'ici, oui, c'est parce qu'on un coach. Voilà. Seul quand on est là pour accompagner la psy, ouais. Voilà, moi je connais des personnes qui ont été capables de tout quitter, d'aller voyager, de faire une forme de voyage initiatique, voilà, au Pérou, enfin je sais pas partout, enfin quelque chose d'extrêmement exotique, et de comprendre et de prendre du temps Mais là je dirais, il faut avoir évité le moment où on n'a plus de force du tout. Le vrai burn-out, quand on tombe vraiment bas, je l'expliquais sur le plan physique, c'est complètement impossible. On n'est plus capable de prendre un billet d'avion, on n'est plus capable de, enfin voilà, Ouais. de choses. Je parle de gens qui arrivaient pratiquement à l'hôpital. Mais il y a des possibilités de l'éviter, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est en chute, et à ce moment-là, on se reprend et on se dit voilà, attention, 2 semaines de congé, ça règle rien du tout non plus. Ça repousse un problème. À la limite, vaut mieux aller faire un bon crash et puis prendre le temps après de revenir. Moi, je connais des personnes qui, sur 15 ans, étaient à chaque fois sur le fil de rasoir, prennent des vacances ou font un petit arrêt maladie et puis repartent de la même manière. Donc je dirais, tout dépend de l'état. Si on est avant le burn-out et suffisamment encore en forme pour le faire, oui, peut-être qu'on peut l'éviter en affrontant les choses soi-même. Je dirais que souvent, quand même, la notion de feedback et d'être accompagné, vraiment, ça fait pas de mal. Ouais. Je pense que voilà. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Un accompagnement, ça peut pas faire de mal dans tous les cas. Alors, on va faire une dernière question. Alors, existe-t-il un burn-out dû à son travail de mère au foyer? Oui, effectivement. La question est intéressante. Tu disais que quand je parlais de l'entreprise qui est un peu un fournisseur officiel, on pourrait dire que la vie de famille l'est aussi d'une certaine manière. Et puis avec les épisodes qu'on a connus aussi, avec la pandémie qu'on a connue, c'est vrai que pour certains, ça a été extrêmement compliqué. Je pense à surtout ceux qui vivent dans les villes, qui se sont retrouvés quasiment emprisonnés chez eux, avec des enfants à la maison et avec une forme de télétravail compliqué. Ouais. Franchement, oui. Je pense que, donc le burn-out parental est reconnu comme tel. Enfin, on en parle. Alors, il n'est pas indemnisé par la sécurité sociale parce que voilà, il n'y a pas de. Mais oui, ça revêt des signes qui sont assez semblables. D'accord. Un épuisement total. D'accord. Écoute, merci Violaine. Il y a encore beaucoup de questions, mais on peut pas répondre à toutes malheureusement. Donc j'en ai choisi quelques-unes et voilà. Et merci d'y avoir répondu. Si jamais tu veux parler de quelque chose, je te laisse 1 minute. Oula. Si tu as quelque chose à ajouter, parler de ton cabinet ou. Que je peux prendre toutes les questions, moi je le ferai avec plaisir, que je peux le faire en ligne, que j'ai des parcours, j'ai donc des parcours qui sont bien définis, qu'ils sont ça peut être intéressant, ils peuvent être pris en charge par le CPF. D'accord. Donc une vraie prise en charge de ce point de vue-là, et qui n'est pas médicale mais qui correspond. Voilà, que ça peut être aussi en présentiel. J'habite juste à côté de la mer, donc j'ai un stock de bottes. Parfois, on va marcher sur la mer parce que ça fait du bien. L'histoire, c'est de pas seulement le dire, d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est aussi de s'y tenir. Et donc moi, je m'y tiens seule, mais parfois je le fais avec les personnes que j'accompagne. C'est encore mieux. D'accord. Ça, c'est ma petite originalité. Voilà. Ah bah c'est génial. Tu fais de la thérapie en présentiel et en ligne ou seulement là? D'accord, les deux. Donc oui, les deux. Des fois, ça intéresse les personnes de savoir. Et où est-ce que tu es située? Parce que souvent on me demande la ville. Voilà, sur le bassin d'Arcachon. Moi, je suis à résident d'Ernos. Voilà, c'est pour ça que j'ai. Voilà. Ok.
Là, de la rue. D'accord, super. Merci Violaine d'avoir répondu présente pour ce direct. Ce sera toujours un plaisir de faire un autre avec toi. Et je te souhaite une très belle soirée à toi alors. Merci. Merci Violaine. Au revoir. Je te laisse quitter avec ta petite croix qui c'est juste au-dessus de toi normalement. D'accord. Une petite croix pour quitter. Au-dessus de moi. Ouais. Je la vois sur toi. Je la vois pas sur moi. Alors essaye là au-dessus. Merci à Violaine pour sa présence et sa joie de vivre pétillante. Je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés pour réaliser une consultation avec Violaine Capet, il y a le petit lien juste en dessous. Je vous le passe également en privé pour ceux qui n'arrivent pas à le copier-coller. J'espère qu'on a répondu à peu près à toutes vos questions aujourd'hui sur le burn-out. N'hésitez pas, donc, vous l'avez compris, si vous avez d'autres questions sur le burn-out, Violaine vous répondra avec plaisir depuis son Instagram